décembre, c'est la journée internationale des droits de l'homme. Au Mali, c'est aussi la journée de l'EID, espace d'interpellation démocratique, 27e édition. Au total, 599 interpellations ont été reçues contre 334 l'année dernière et conformément aux critères établis, 38 dossiers sont tenus pour lecture à la présente session. Un seul titre pour ce journal. Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h décalé. Vous le suivez certainement sur nos antennes. Les travaux de la 27e édition de l'EID, espace d'interpellation démocratique, se déroulent ce 10 décembre au CICB. Pour cette session, au total, 599 interpellations ont été reçues contre 334 l'année dernière et conformément aux critères établis, 38 dossiers sont tenus pour lecture et 404 dossiers pour suite à donner. Les travaux sont dirigés par un jury d'honneur exclusivement malien composé de 9 membres avec à sa tête Harouna Cissé, ancien ministre. La cérémonie d'ouverture était présidée par le ministre de la refondation de l'État en lieu et place du Premier ministre. Je vous propose de suivre un extrait du discours du médiateur de la République. Aminata Mali est au micro de Nou Sissoko. Autre fait marquant à saluer, c'est le nombre record de 599 dossiers reçus dans le cadre de cette 27e session. Mon appel à une plus grande participation de la diaspora a eu un écho favorable avec la réception pour la première fois de 22 dossiers de nos compatriotes établis à l'extérieur. Ce résultat est le fruit de la bonne collaboration et du partenariat dynamique entre les médiateurs de la République, le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur et les correspondants de l'institution dans les ambassades et consulats à travers le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Les femmes ne sont pas restées en marge du dit appel. De 45 interpellations en 2022, ce nombre est passé à 65 en 2023, soit 10,85% du taux global des interpellations reçues. Monsieur le ministre de la Refondation de l'État chargé des relations avec les institutions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury d'honneur, l'option de faire composer pour la 3e fois consécutive le jury d'honneur par des personnalités maliennes aux compétences avérées repose sur notre volonté de mettre en exergue nos propres capacités intellectuelles. À cet égard, il me plaît de vous adresser mes sincères remerciements pour l'acceptation de la sollicitation du médiateur de la République d'être membre du dit jury. À titre de rappel, la 26e session de l'EID a enregistré 334 demandes d'interpellation, dont 243 retenues par la commission de dépouillement. Sur ces 243, 28 ont fait l'objet d'une lecture publique et 215 poursuites à donner. Conformément au règlement intérieur de l'EID, le secrétariat permanent a tenu 2 réunions de suivi, respectivement les 22 mars et 21 juin 2023, et un atelier d'évaluation le 11 octobre 2023, au cours desquels les résultats ci-dessous ont été enregistrés. Les 28 interpellations retenues pour la lecture ont toutes reçu des réponses de la part des départements ministériels concernés, soit un taux d'exécution de 100%. 207 sur 215 interpellations retenues pour suite à donner ont eu des réponses, soit un taux d'exécution de 96,27%. Le reste est en cours de traitement au niveau des départements ministériels. Quant aux 29 recommandations formulées par le jury d'honneur à l'endroit des départements ministériels, 21 ont reçu des suites, soit un taux d'exécution de 72,41%. Pour la 27e session, le secrétariat permanent de l'EID a enregistré 599 interpellations contre 334 l'année dernière, soit un taux d'augmentation de 55,76%. Lors des travaux de dépouillement, la commission préparatoire, conformément aux critères définis par le règlement intérieur, a classé les dossiers comme suit: 38 dossiers pour la lecture, 404 dossiers pour suite à donner et 153 dossiers non retenus.
Et nous y reviendrons plus en détail dans nos éditions futures. D'ici là, vous pourrez suivre la suite de cette audience après la pause sur nos antennes. Les responsables de l'initiative pour la transparence des industries extractives Itier Mali étaient devant les médias mardi dernier. C'était pour partager avec la presse et les universitaires le contenu des rapports 2020 et 2021 de l'Itier Mali. Mohamed Namakeita pour les explications. Après la phase de dissémination dans les communes minières au niveau national, c'est au tour des hommes des médias de se familiariser avec le contenu des rapports de l'exercice fiscal 2020-2021 de l'initiative pour la transparence des industries extractives Itier Mali. Il ressort du document que l'État malien a perçu des industries extractives plus de 300 milliards de francs CFA d'impôts et de taxes sur la période concernée. Des revenus perçus par l'État d'abord, c'est-à-dire expliquer l'importance du secteur minier pour l'économie nationale en termes d'exportation, en termes d'emploi, en termes de revenus, mais aussi l'apport de ces secteurs-là aux collectivités. L'analyse des rapports révèle d'autres chiffres sur la contribution du secteur extractif dans l'économie nationale. En 2020 et 2021, la contribution du secteur extractif à l'économie nationale a oscillé autour des chiffres suivants. 10% du PIB, c'est-à-dire le produit intérieur brut du Mali, 1% de l'emploi formel du Mali, 21% des secteurs fiscaux de l'État et 90% des recettes d'exportation du pays, avec comme périmètre de réconciliation 10 entités publiques pour 32 entreprises extractives. Au cours des travaux de la journée, responsables d'Itier Mali et journalistes ont passé en revue le contenu des rapports à travers la projection du document de synthèse et des échanges. Aussi, le même exercice a été organisé dans 4 universités privées de Bamako et avec l'Association des enseignants et étudiants miniers du Mali. La campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles s'achève aujourd'hui. Le but, vous le savez, est de renforcer la mobilisation autour de la problématique des violences basées sur le genre. Cette année, l'accent est mis sur le rôle et la responsabilité des femmes pour des élections sans violence. Le compte-rendu de Maïmouna Guindo. Sensible et complexe, le processus électoral mal organisé peut souvent aboutir à des crises. Selon les organisations de défense des droits de la femme, à l'image de l'OMS, les femmes sont victimes de plusieurs formes de violence en période électorale. Pour éviter les cas de violence, 16 jours sont mis à profit pour expliquer aux femmes les enjeux électoraux. Les femmes sont en général vues comme des objets malléables au gré des points de vue et des exigences et durant la période électorale. Cette situation s'est accrue et a entraîné beaucoup de dérives. Des hommes qui menacent leurs femmes ou leurs sœurs en leur imposant leurs candidats. Des menaces physiques à l'égard des femmes qui font campagne sont autant d'exemples de ce que subissent les femmes durant ces périodes. Communiquer, informer, sensibiliser, éduquer sont entre autres moyens pour réduire substantiellement les violences basées sur le genre. Le système des Nations Unies travaille avec ardeur pour mettre fin à ces violences à travers 3 volets. Le volet de la prévention à travers l'information et la sensibilisation, le volet du plaidoyer et enfin le volet du renforcement des capacités de parties prenantes. Le gouvernement s'engage à faciliter et à aider les agences des Nations Unies, les organisations de la société civile, mais aussi les services publics qui assurent la prise en charge, protègent ou répriment les violences basées sur le genre. Durant 16 jours d'activité, les participants vont faire la typologie des violences électorales à l'égard des femmes, définir leur cadre juridique et identifier les voies et moyens pour les prévenir ou les combattre. Et toujours dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles à Tombouctou, le consortium d'ONG Ardil et KED, avec l'appui financier de CARE International, a organisé une conférence sur le thème central de cette édition à l'intention des couches cibles. Reportage Yeya Tandina.
Rôle et responsabilité des femmes dans la lutte contre les violences faites aux femmes et filles en période électorale, c'est le thème national de cette édition de la Journée internationale pour l'élimination des violences basées sur le genre VBG. Le consortium Ardil et Saïdé, financé par CARE International, a procédé au lancement de la campagne des 16 jours d'activisme. C'est en présence d'un public majoritairement composé de femmes et de filles. C'est un fait historique qu'il y ait un déséquilibre entre l'homme et la femme. Donc si on se met ensemble 2 semaines durant pour essayer au moins de mener des campagnes pour que toute cette violence cesse, ce n'est que justice faite. Le partenaire avec lequel on le fait, c'est CARE International au Mali, qui évolue au Mali depuis 40 ans. Donc c'est le lieu aussi de leur dire merci. C'est à travers une conférence animée par l'érudit Mohamed Dedo sur le rôle et la place de la femme dans la religion musulmane que les uns et les autres ont soulevé les quelques préoccupations des femmes pendant les élections. C'est l'occasion de saluer et féliciter l'équipe de CARE Mali et du consortium Ardil CAID pour les efforts continus depuis des décennies pour le développement socio-économique du pays en général et de la région de Tombouctou en particulier. Par la même voie que toutes celles et tous ceux qui se sont mobilisés reçoivent les sincères reconnaissances des autorités régionales pour l'engagement dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. C'est par la signature de l'étoffe par les représentants de l'État et certains acteurs sociaux que la cérémonie a pris fin. En troisième région, les résultats du premier passage de la campagne de vaccination contre la poliomyélite sont globalement satisfaisants, même si l'objectif de 95% n'est pas atteint. C'est la conclusion du bilan de la vaccination contre la polio effectuée du 3 au 6 novembre dans les districts sanitaires de Sikasso. Compte rendu, Moustapha Doumbia, Souleymane Bamba. Cette restitution vise à faire le bilan du premier passage de la campagne de vaccination contre la poliomyélite au titre de l'année 2023. Le cadre regroupe les préfets des 7 cercles de la région sanitaire de Sikasso, les représentants des fédérations locales de santé communautaire et des 10 districts sanitaires, ainsi que ceux des services locaux de la promotion de la femme et du développement social. L'objectif de la campagne était d'atteindre un peu plus d'1 197 000 enfants. Globalement, nous pouvons dire que le taux de couverture est à peu près à 87,9%. Bon, même si on voudrait atteindre au moins les 95%, mais il faut reconnaître que certains districts quand même ont atteint, sinon dépassé même ces 95%. La journée a permis d'échanger sur tous les aspects liés à la campagne. Il s'agit entre autres des réunions préparatoires, des journées d'information sur la vaccination, des émissions radiophoniques et du déroulement de la campagne. Les représentants de l'exécutif régional de rappeler la nécessité de cette vaccination contre la poliomyélite soutenue par l'OMS et l'UNICEF. Il me plaît de rappeler que la poliomyélite est une maladie grave qui sévit encore dans nos communautés. Elle atteint et paralyse les enfants de moins de 5 ans. C'est une maladie contagieuse, invalidante, qui se transmet par l'eau, les aliments contaminés ou en cas de contact avec une personne infectée. Le bilan de la campagne est sanctionné par des recommandations parmi lesquelles le renforcement de la communication interpersonnelle et la mise à disposition à temps des intrants. Le secrétariat exécutif régional du Haut Conseil régional de lutte contre le sida a procédé le 7 décembre 2023 à Kangaba au lancement de la campagne régionale de lutte contre le sida édition de 2023 dans la région de Koulikoro. Cette activité qui s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida est également une occasion pour les acteurs de magnifier leur prouesse, de connaître leurs faiblesses et d'afficher leur solidarité envers les personnes vivant avec le VIH-Sida. Reportage Djemba Moussa Konate et Salif Maïga. Selon l'enquête démographique et de santé de 2013, 39 000 personnes vivent avec le VIH-Sida dans la région de Koulikoro. Parmi elles, 6 000 personnes seulement ont pu être dépistées et mises sous traitement. Cette cérémonie de lancement que Kangaba abrite devra permettre de contribuer à inverser la tendance. En termes d'objectifs, en 2017, les objectifs fixés pour fin 2021 n'ont jamais pu être atteints. Il s'agissait particulièrement des 3,90. Par rapport à ces objectifs,
nous étions encore loin des 45%. Heureusement, les nouvelles autorités de la transition sont venues rallumer une flamme presque éteinte en instituant les 3,95. En 2023, 192 cas positifs, dont 28 ont été vus en consultation prénatale, avec 5 nouveaux cas pédiatriques. Ancien effet, le taux de prévalence est de 0,12% à Kalaba contre 1,1% au niveau national. À travers le choix du thème de cette année, à savoir accélérer le dépistage par le leadership communautaire, les plus hautes autorités du pays s'engagent dans une dynamique de vaincre définitivement le sida en confiant le leadership aux communautés. En ce qui concerne la lutte contre le sida, je demande aux acteurs de se mobiliser à tous les niveaux pour la mise en œuvre des stratégies d'intervention qui concourent à l'atteinte des objectifs du cadre stratégique national de lutte contre le VIH-Sida 2022-2026. La remise de supports de prévention et de vivres aux personnes vivant avec le VIH-Sida a mis fin à la cérémonie. Les déplacés du site de Kalabankoro ont été victimes d'un incendie d'origine inconnue le mercredi 6 décembre 2023. Les flammes ont tout ravagé sur leur passage. On n'a pas enregistré de pertes en vie humaine. Informé, le gouverneur de la région de Koulikoro, le colonel Lamine Kapori Sanogo, a dépêché une délégation pour apporter des vivres et des non-vivres aux sinistrés et leur présenter la compassion des autorités de la transition. Le compte-rendu de Boubacar Sissoko et Adama Sengari. Les déplacés internes de la crise sécuritaire venus de Mondoro, dans la région de Douanza, sont installés à Kalabankoro depuis 2020. Un incendie d'origine inconnue vient de ravager tout leur site le mercredi 6 décembre 2023 aux environs de midi. Même si on n'a pas enregistré de pertes en vie humaine, les flammes ont tout consumé. Le gouverneur de la région de Koulikoro n'est pas resté indifférent à cette catastrophe. Il a dépêché une délégation pour prêter main forte aux victimes. Ce sont donc 21 sacs de riz de 25 kg, 25 sacs de mil de 25 kg, 400 nattes d'une place, 20 matelas d'une place, 50 cartons de savon, 12 bidons d'huile de 20 litres, 10 cartons de pâtes alimentaires et une enveloppe symbolique qui ont été apportés aux sinistrés. Les bénéficiaires s'estiment réconfortés de cette assistance humanitaire du gouverneur de la région de Koulikoro. Nous ne saurons expliquer comment l'incendie est survenu. Les voisins du quartier sont venus nous aider, mais peine perdue. Le feu a tout brûlé. Nos réserves en céréales et nos effets personnels. Tout est parti en fumée. Vu la promptitude avec laquelle le gouverneur et le préfet et toutes les autorités ont réagi suite à cette catastrophe. Franchement, ils sont venus pas les mains vides. Ils sont venus, c'est significatif, mais c'est très important parce que cela prouve qu'ils ont un œil sur toute la gouvernance de notre population ici-là. Les 700 personnes qui vivent sur le site de déplacés internes de Kalabankoro dorment actuellement à la Belle Étoile. Nous remercions Dieu parce qu'il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais énormément de dégâts matériels. C'est venir en Dieu au nom des autres autorités de la transition au nom du gouverneur de la région de Koulikoro pour les adresser ce message de compassion et puis pour les montrer qu'en fait ils ne sont pas oubliés. Ils sont chez eux, c'est des déplacés internes. Ils sont là et nous devons en fait les protéger. Lors du passage de la délégation régionale, les occupants du site de Kalabankoro ont sollicité les autorités le rétablissement d'actes de naissance pour les enfants afin qu'ils puissent aller à l'école. Voilà, et avant de se quitter, sachez que les travaux de l'EID, espace d'interpellation démocratique, reprendront à 15h30 sur nos antennes. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bel après-midi à vous tous.